quel est mon parcours et pourquoi je suis passé en bio. Donc effectivement, vous l'avez dit, polyculture élevage, 30 vaches limousines, polyculture, c'est-à-dire du blé, de l'orge, des céréales en général, du tournesol, des lentilles bio, bien sûr, tout est en bio évidemment, ça va sans dire. Un certain nombre de cultures et 30 vaches limousines avec une partie en circuit court et une partie en filière en bio. J'ai effectué ma conversion durant l'hiver 2008-2009, après 7-8 années d'installation. Installation hors cadre familial. Pour vous raconter ma vie, mais ça a peut-être un intérêt quand même. C'est que, voilà, après des études agricoles, de l'expérience en tant que salarié, j'ai décidé de me mettre à mon compte. J'ai fait 400 km pour venir prendre une ferme en Poitou-Charentes, étant natif des Yvelines, mais enfin peu importe. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est possible d'être non issu du milieu agricole, initialement, et de le devenir. Puis éventuellement prendre des fonctions dans le développement agricole de sa région, puis sur le plan national, puisque donc, je suis président d'Agro Poitou-Charentes, l'organe de développement de l'agriculture biologique dans la dite région, et administrateur à la FNAB, et notamment sur la dimension des enjeux hauts au niveau national avec mon collègue Raoul Turc de la Picardie. Qu'est-ce qui a fait que je suis passé en bio donc il y a maintenant 6-7 ans? C'est multifactoriel, hein, c'est toujours un peu polymorphe ces histoires-là. Tout d'abord, il faut commencer par ça, je pense, l'aspect économique avec une activité sur mon exploitation, des résultats économiques, je dirais fragiles. Ça marchait, je payais ce que je devais, mais il ne restait pas grand-chose, donc ça m'a beaucoup questionné. Bien sûr, la question concernant ma santé et celle de mes enfants. On aura certainement l'occasion d'y revenir, mais maintenant on a des chiffres là-dessus qui sont élaborés et importants. À l'époque, c'était plutôt de façon intuitive, quand on commençait à avoir des têtes de mort sur les fongicides que vous mettez 3 fois par printemps sur une même parcelle, avec tête de mort ou pas, forcément tête de mort, mais des fois des pictogrammes qui nous disent... Ils sont pas rassurants. Pas rassurants, puisqu'ils nous disent effets cancérigènes suspectés, preuve insuffisante. Mais enfin, on les met sur le marché quand même. Bref. Deuxième réponse. Troisième réponse, une adéquation avec, avec les gens autour de moi, mes concitoyens, avec parfois des petits coups de klaxon en pulvérisation. Bon, ça me soulevait des questions. Est-ce que j'acceptais de vivre en marge de la société par mon métier et par l'épandage de produits phytosanitaires? Ça soulevait des questions. Et puis arrivé en 2009, un nouveau programme de politique publique qui s'appelle le programme Ressources sur la région de Poitou-Charentes, qui met en partenariat les deux agences de l'eau, puisque la région Poitou-Charentes est à cheval sur le bassin hydrogéographique Loire-Bretagne et celui d'Adour-Garonne. Donc il y a un programme de partenariat qui s'est mis en place avec les deux agences de l'eau, le conseil régional Poitou-Charentes, et puis trois conseils généraux, Charentes, de Sèvres, Charente-Maritime, puis la Vienne nous rejoint maintenant. Voilà, donc tout un ensemble de contextes qui a permis, et puis une interrogation sur mon métier, mon devoir, l'éthique que ça comportait, et les dangers que je véhiculais au-delà de ma propre famille, mais vers mes voisins et les gens qui m'entourent. Alors est-ce que ça a été difficile cette conversion? Bien sûr c'était difficile. Alors, bon, j'avais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est quand même un élément important, c'est-à-dire que je n'étais pas affranchi d'un système socio-familial avec un poids important du productivisme, etc. Donc j'ai pu bénéficier de cet affranchissement. Donc socialement, ça a été plus facile pour moi de faire le pas. En revanche, restait le problème de la dimension économique. Et là, un autre élément fondateur et essentiel à cette conversion, qu'on appelle conversion à l'agriculture biologique, c'est peut-être pas le terme idéal, mais enfin, c'est la présence d'opérateurs économiques sur le territoire. Et là, on aura l'occasion d'en parler toute la journée, c'est essentiel, il faut des opérateurs économiques sur le territoire. Alors nous, ce sont des opérateurs classiques, hein, puisque ce sont des céréales et des carcasses de viande bovine, donc ce sont les opérateurs, les coopératives ou les négoces agricoles de notre secteur qui, voyant le marché croissant de ce mode de production, se sont dit qu'il faut absolument que nous saisissions la balle au bond. Alors petit à petit, ils sont venus. Et aujourd'hui, dans notre région, 7 coopératives, c'est-à-dire quasiment toutes les coopératives agricoles en céréales de notre région ont une filière bio en céréales. Voilà. Donc ça c'est quand même un élément, essentiel. Mais dans votre parcours, finalement, la dimension économique n'a pas été ignorée. Hein. C'est pas
Non, je suis chef d'entreprise. Hein. Voilà, vous êtes chef d'entreprise, exactement. Il faut que ce soit économiquement viable. Moi, je pense que c'est un élément extrêmement important. Il y a encore, parmi les idées reçues, des gens qui pensent que l'agriculture bio, ça vise sous perfusion d'aides publiques. Je pense que c'est pas pire que les aides européennes qui sont versées en convention. C'est pas pire, c'est une perfusion, oui, non, c'est ce qui permet d'assurer, de rassurer le franchissement de cette barrière pendant 4-5 années. Donc ce programme, c'est une politique publique qui est le programme ressources dans notre région, mais il s'appelle différemment ailleurs. Maintenant, c'est finalement le second pilier de la PAC. Et on va voir une réforme intéressante qui est liée au programme Ambition Bio 2017 du ministre Le Foll, qui nous propose une surévaluation plus importante de 60% des aides à la conversion l'année prochaine et pour jusqu'en 2021. Donc il y aura les politiques publiques, et vous en êtes des acteurs, localement aussi, sont des indicateurs indispensables pour autoriser une conversion électrobiologique pour notre corporation qui est assez figée et qui vit... Je vais vous refaire en 2 secondes, si vous le permettez, Régis, un petit peu le développement de ce qu'est l'agriculture dans notre pays. On sort de la guerre, on n'a pas trop à manger, hein, c'est sûr, pas suffisamment, en qualité et en quantité. La révolution verte arrive, le remembrement, le machinisme, la pétrochimie permet d'augmenter les rendements et donc d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de notre pays. En 1972-73, elle est atteinte. C'est pas moi qui le dis, là, c'est Edgar Pisani, un ministre de l'Agriculture de Gaulle, qui pourtant était quelqu'un qui souhaitait augmenter le productivisme de notre pays en termes agricoles. Il nous dit que nous avions atteint à cette époque l'autosuffisance alimentaire. Dès lors, il aurait fallu commencer à penser, à réorienter notre modèle. Alors, non pas ne plus produire, je ne suis pas un décroissant, mais produire en adéquation avec les ressources naturelles et ce que déjà des économistes dans les années 70, le Club de Rome, vous savez, Denis Windows nous disait attention, les ressources naturelles, la limite des ressources naturelles sera rapidement atteinte, il faudra que nous réorientions notre modèle de développement agricole, en l'occurrence pour ce qui nous concerne. Donc, et ça a mis du temps, parce que nous vivons dans notre société de la production, notre société occidentale, sous l'activisme de la performance. Et la performance dans notre métier, elle a toujours été vécue, et dans notre progrès social aussi, par la performance, par le prisme du quantitatif. Aujourd'hui, il est grand temps de réorienter cette vision-là vers plus de qualitatif. C'est une évidence. Et qu'est-ce que vous pensez finalement quand on entend des agriculteurs qui nous disent, du monde agricole qui dit mais en gros en France il ne faut pas qu'on soit juste autosuffisant, on a une espèce d'action à avoir, on doit nourrir le monde. Nourrir le monde, la belle formule. C'est ça. Faudrait-il déjà que nous soyons encore capables de nourrir nos propres populations, parce que quand même ce boom de suffisance alimentaire qu'on a voulu à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui il n'est pas complètement atteint. Je ne sais pas si vous savez, mais sur une exploitation agricole, comment ça fonctionne? En céréales typiquement, mais c'est vrai dans toutes les autres productions, 70% des énergies fossiles qui sont consacrées à nos cycles d'exploitation, ce sont des engrais, c'est-à-dire que le fuel qui nous sert à nos tracteurs, les lubrifiants, ne rentrent qu'à hauteur de 30%. 70% c'est du gaz. Parce que, pour tout vous dire, vous n'êtes pas au courant, vous êtes urbain essentiellement dans cette salle. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, d'ailleurs si j'ai l'occasion, j'y reviendrai, c'est fondamental. Mais pour faire pousser du blé, il faut de l'azote. Et l'azote, on s'en sert en captant l'azote de l'air, mais par un procédé chimique, le procédé Haber-Bosch, qui par l'utilisation du gaz naturel, permet la contraction de l'élément gazeux en élément solide pour fertiliser nos sols. Mais ça ne durera pas, vous savez tous que nos énergies fossiles, 70% aujourd'hui, c'est énorme. Et quand on nous dit la balance commerciale agricole est excédentaire de 12 milliards en France, c'est vrai et c'est faux. C'est faux, si on veut analyser un petit peu la chose, si on veut décrypter un petit peu dans les détails. Parce qu'on considère les entrées et les sorties de produits agricoles bruts. C'est vrai qu'on est excédentaire, on exporte beaucoup de champagne, de cognac, de roquefort, etc. Et de vin, mieux, de Bordeaux. Néanmoins, si là-dedans on y met le gaz, que l'on importe pour fabriquer les engrais chimiques nécessaires à la production des céréales et du maïs de votre région, là ça devient beaucoup plus compliqué. Donc cet aspect-là, il est nourrir le monde. Alors j'y reviens, nourrir le monde. Est-ce que c'est à la France, petit pays, de nourrir le monde? Est-ce que vous ne pensez pas que demain, d'abord, depuis 30 ans, on est absolument incapable. Il fait 30 ans qu'on nous dit qu'il faut exporter. Marc Dufumier nous dit d'ailleurs l'exportation des céréales françaises à Rouen et au port de la Palisse, ce sont les variables d'ajustement de nos excédents de production agricole. Il a bien fallu trouver
Après 72, je vous le disais, dans les années 80, puisqu'on continuait d'augmenter nos rendements et de passer à 73-80 quintaux, il fallait exporter, on n'utilise que 10-15% en panification en France du blé. Donc il a fallu trouver des sorties. Alors ça a été le diester, hein, il a fallu l'éthanol, et puis on s'est dit tiens, il y a des cas en balancé en Afrique, ça va pas plus mal, ça permettra quand il y a un peu trop de rendement de trouver des solutions. Mais l'Afrique elle n'a pas besoin de ça, l'Afrique il faut qu'elle arrive à s'autosuffire. Alors ce sera pas partout possible, sur le Maghreb ça va être plus compliqué, on est sur des climats séchants, et il y aura certainement besoin d'exportation, mais malheureusement pour nos exportations, eux ils auront besoin d'importation, mais malheureusement pour nos exportations ça sera compliqué, puisqu'il y a la mer Noire qui est pas loin, et lorsque l'Ukraine et toutes ces régions de l'Europe vont se mettre à produire, croyez-moi, ça va être d'autres, ils ont des facteurs de production qui sont 10 fois supérieurs aux nôtres, des coûts, etc. Donc moi je ne pense pas, et nous ne pensons pas à la FNAB, que c'est à la France de nourrir le monde. D'ailleurs, sur les produits de masse, on est absolument incapable. D'autres industries l'ont montré, que ce soit le textile, les automobiles, etc. Sur les produits de masse, on n'est pas compétitif. En revanche, sur les segments de qualité, c'est là qu'il faut qu'on aille. C'est là qu'il faut qu'on soit présent économiquement. C'est le rayonnement de la France. Qu'est-ce que les étrangers viennent chercher chez nous? C'est le Made in Paris, c'est le Made in France, c'est le Made in Bordeaux, c'est le Made in Cognac, le Roquefort, etc. C'est là-dessus qu'on soit présent avec des éléments de qualité et la sécurité alimentaire, y compris pour les Africains, et y compris pour les Chinois, etc., etc. Mais commençons déjà par nourrir nos populations dignement, et on pourrait revoir le sujet.